Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru ne pas être réellement à ma place. Très jeune, j'ai eu envie de partir, en fait. C'est comme si je pensais que dans d'autres cultures, dans d'autres espaces, un paradis existait quelque part. Un paradis où chacun pouvait s'exprimer et s'émanciper. Alors dès que j'en ai eu l'occasion, je suis parti. D'abord vers le Grand Nord, les grandes forêts boréales, puis vers le Grand Sud, le Pacifique. Et plus récemment, j'ai eu la chance de rencontrer l'Afrique, où j'ai posé définitivement d'ailleurs une partie de mes valises. Sur mes routes, j'ai vu des paysages magnifiques. J'ai vu des cultures charismatiques également. J'ai vu des personnes qui m'ont énormément inspiré. Mais j'ai également vu des atrocités. J'ai vu le système néolibéral étendre ses tentacules jusqu'aux endroits les plus reculés de la planète, amenant avec lui, bien sûr, son lot de modernité et d'espoir, mais également son lot de crainte et d'injustice. Je n'ai pas trouvé le paradis donc, mais j'ai trouvé quelque chose d'autre qui ne m'a plus lâché dès lors, la passion de la diversité, qu'elle soit naturelle ou culturelle, et surtout des relations qui peuvent exister entre les deux. Une chose m'a particulièrement bouleversé, la dualité entre nature et culture que je croyais être la norme, car elle est pratiquée chez nous, n'existe pas dans de nombreuses cultures. En Amazonie, dans certains villages africains, les humains échangent avec les non-humains comme au fond avec des frères, des sœurs, des amis, des ennemis aussi parfois. En tout cas, se dégage, je crois, de ces territoires une certaine poésie où tous les êtres vivants sont unis dans une même communauté de destin. Ces voyages, ces morceaux de vie que j'ai eu la chance de vivre à droite, à gauche, m'ont invité aujourd'hui à apporter une sorte de regard nouveau sur les problématiques qui composent nos sociétés. J'ai aujourd'hui, dans les réflexions que je porte, une hypothèse forte. Je me dis que finalement, les crises sociales, les crises environnementales qu'on connaît, prennent en partie leur source dans la dualité qui caractérise la totalité de nos façons d'être et d'agir, la dualité entre nature et culture. Car je crois que cette dualité donne au progrès une vision uniforme, celle de l'accélération. Une accélération économique d'abord, lorsque chaque entreprise est sommée d'être plus compétitive que la voisine. Une accélération sociale lorsque les jeunes de ma génération, la génération Y, veulent accéder à ce sentiment de vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas forcément être immortel. C'est en tout cas essayer de vivre un maximum de vie en une seule vie, au péril d'en vivre réellement aucune. Et puis enfin, je crois à une accélération paysagère lorsque les territoires sont considérés trop souvent dans les politiques publiques uniquement comme une simple variable d'attractivité. Mais pire que l'uniformité, cette modernité amène en société de nouvelles précarités auxquelles je pense nous devons tous et toutes être très vigilants. Car construire la modernité sur un monde dual d'abord, c'est instrumentaliser tous les êtres vivants à des fins sociales et économiques. Construire la modernité sur une seule vitesse ensuite, c'est laisser sur le bas-côté tous les êtres qui ne peuvent ou ne veulent suivre cette vitesse. En disant ça, je pense notamment aux minorités, je pense aux villes petites et moyennes qui sont aujourd'hui complètement phagocytées par l'emprise métropolitaine, je pense aussi aux non-humains qui ont une temporalité complètement différente de la nôtre. Ce faisant, l'humanité voit perdre une valeur qui devrait pourtant tous nous unir, celle de la diversité. Car je crois que la diversité est capable de créer de la richesse. En se concentrant uniquement sur nous-mêmes, on ne se rend plus compte que les humains ne sont plus les seuls à pouvoir créer des mondes. Les castors peuvent modifier les cours d'eau, par exemple. Les arbres créent un écosystème propice à leurs pieds. Et surtout, tous les êtres, je dis bien tous les êtres, sont vulnérables. Et c'est bien les relations que nous construisons au quotidien, les relations que nous construisons avec la diversité, qui permettent de survivre face à cette vulnérabilité. Mais mieux encore, je crois que la diversité est capable de créer de nouvelles trajectoires d'émancipation. Pensez par exemple à la rencontre entre un humain et un chien. Cette rencontre, elle donne un résultat qui est largement supérieur à la somme des parties. Autrement dit, un humain plus un chien, ça ne fait pas deux. L'amitié rajoute un 3, le dialogue rajoute un 4, les souvenirs rajoutent un 5. Bref, il y a un monde de relations qui se crée, un monde de relations qui est propre à ces deux individus. Plus d'intelligence donc, mais également plus de bonheur. Il y a de nouvelles études qui sortent aujourd'hui par les plus grands centres universitaires qui montrent que c'est bien la qualité des relations que nous construisons au quotidien qui participe le plus au bonheur des individus. Aujourd'hui, je me prends modestement, mais je me prends quand même à rêver qu'un monde axé sur ces relations est possible. Je me prends à rêver qu'un dialogue davantage symétrique entre le Nord et le Sud, entre les humains et les non-humains, est également possible. Et c'est notamment dans ce cadre que nous essayons petit à petit de forger le concept d'écologie relationnelle. Relationnelle car il s'agit de remettre au premier plan de l'action et de la pensée les relations qui nous unissent les uns aux autres. Et écologie
parce que parmi ces relations, celles qui nous unissent à la nature doivent prendre une place prioritaire, une place primordiale. Mais le mieux, je crois, pour vous raconter l'écologie relationnelle, c'est de vous emmener de nouveau chez moi, en Afrique de l'Ouest. Merci. Lors de mon dernier voyage au Burkina Faso, une de mes tantes Peul, par alliance, Aminata, m'a offert cet objet, une calebasse qu'elle a fabriquée elle-même de ses mains et qu'elle a peinte d'ailleurs elle-même de ses mains. Si je me permets de vous montrer cet objet ce soir, c'est parce qu'il permet de comprendre un monde qui est complètement différent du nôtre. Je m'explique. Si je devais expliquer cet objet comme l'éducation occidentale me l'a appris, au fond, je dirais que je vois un récipient qui a été fabriqué sûrement avec une courge, que ce récipient sert sûrement à apporter des aliments, en l'occurrence du lait, comme c'est d'usage dans la culture Peul, et qui peut également servir à décorer des maisons. Et je crois que je m'arrêterai plus ou moins ici. Mais maintenant, si j'essaye de comprendre cet objet à l'aune de l'écologie relationnelle, autrement dit, si j'essaye de comprendre cet objet par toutes les relations qui lui ont permis d'exister, je vois au fond beaucoup plus de choses. Les étoiles et les triangles que vous pouvez voir sur la calebasse sont des symboles de la culture Peul. Les étoiles pour guider les bergers lorsque la nuit recouvre le désert. Les triangles qui symbolisent également la fierté du peuple Peul. Les Peuls sont un peuple très fier. La fierté du peuple Peul à construire ses évolutions sociétales. Mais mieux encore, comme je vous disais tout à l'heure, cette calebasse sert à porter du lait. Et les Peuls sont devenus au fil du temps maîtres dans l'art d'élever des vaches. D'ailleurs, les vaches revêtent une dimension symbolique très forte dans leur culture. Il y a un adage qui dit qu'un Peul sans troupeau, c'est un prince sans couronne. Mais imaginez, pour pouvoir élever des vaches aux portes du désert, cela demande une très bonne connaissance du vivant, une très bonne connaissance du cycle de l'eau, une très bonne connaissance des cycles du sable également, une très bonne connaissance du fonctionnement des animaux. Autrement dit, des connaissances qui se créent sur plusieurs générations, des connaissances qui dépassent de loin la temporalité d'une seule vie humaine. Et c'est bien là, je crois, la première invitation de l'écologie relationnelle. C'est au fond de nous amener à une méthode qui nous permet de comprendre le monde par les relations qui nous unissent les uns aux autres. Ce faisant, il y a, je crois, deux intérêts. Le premier, c'est de mettre en crise les limites des sociétés occidentales. Et le deuxième, encore plus important, je crois, de redonner de la légitimité à des sociétés qui ne vivent pas comme nous. Dans l'Afrique dont je vous parle ce soir, la maison de retraite s'appelle la famille. La maison de retraite s'appelle la famille. Mais davantage qu'un mode pour penser, l'écologie relationnelle, c'est également une nouvelle voie pour habiter la Terre. Mes échanges récents avec Aminata, lors de mon dernier séjour au Burkina Faso, m'ont montré que certains objets issus de la modernité qui s'imposent dans ces territoires remettent en cause la capacité d'une société à vivre comme elle le souhaite. Au nord du Burkina Faso, actuellement, s'impose un lait concentré et sucré industriel, venant de Chine, de Hollande entre autres, et qui se vend à des prix défiant toute concurrence sur les marchés locaux. Contre ce lait, des femmes, des hommes, des enfants même parfois, manifestent justement avec des calebasses. Mais ce faisant, ces personnes ne manifestent pas uniquement contre l'entrée d'un lait de mauvaise qualité dans leur territoire. Elles manifestent contre toutes les relations que met en péril ce lait, l'apprentissage réciproque des Peuls envers leurs troupeaux, des Peuls envers le désert, des Peuls envers leurs ancêtres. Autrement dit, ces personnes défendent la singularité de leur monde contre l'uniformité du nôtre. Cette calebasse que je vous ai amenée ce soir, ce n'est pas seulement un objet d'artisanat, c'est une véritable lutte politique. Et au fond, ce que nous apprennent aujourd'hui ces luttes politiques, c'est également de décentrer l'action, de ne plus se concentrer sur l'autonomie des individus comme c'est d'usage depuis le siècle des Lumières, mais se concentrer sur les relations qui nous unissent les uns aux autres et surtout sur les relations qui nous unissent au milieu. En remettant par exemple le bien vivre au cœur des constitutions, en permettant à chacun de vivre de manière belle, juste et libre dans le territoire qu'il a choisi, en développant le télétravail par exemple, c'est parfois pas si compliqué, en donnant également des droits à des lieux de vie, des droits à des territoires. Il y a, je crois, des voies de sagesse qui restent aujourd'hui complètement inexplorées. Construire cette société de la relation, ça peut commencer tout de suite maintenant, à notre échelle. Pour cela, un seul mot d'ordre, tout simple. Remettre du lien là où il n'y en a plus. Allons toquer chez notre voisin, par exemple. Allons partager notre tiramisu, n'importe quoi qu'on aime faire d'ailleurs,
avec ceux qu'on apprécie, avec ceux qu'on aime. Plantons des plantes de partout, en ville comme en campagne. Il faut qu'il y ait de la nature de partout dans nos vies. Lisons également aussi davantage d'éthologie, d'anthropologie, de géographie. Ça demande un réel effort de comprendre l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Voyageons aussi davantage. Contrairement à nombre de mes frères et sœurs d'écologie, je suis de ceux qui réhabilitent le voyage. Car sous certaines formes, le voyage, c'est une des seules manières de se confronter à l'autre, de se confronter à la diversité. Et puis quand le changement individuel est venu, il s'agit de construire des collectifs à l'échelle territoriale, artistiques, politiques, citoyens, des entreprises privées même, pourquoi pas, peu importe. Mais l'idée de ces collectifs, c'est de jouer sur la structure même du système en mettant en mouvement les différentes énergies individuelles. Je crois personnellement qu'il n'y a pas de grand soir en écologie. Il y a encore moins de grands soirs en écologie relationnelle. Mais une multitude de petits gestes, parfois très ordinaires de forme, mais qui, quand on sait les observer, revêtent une dimension extraordinaire, celle de construire un monde qui puisse enfin abriter plusieurs mondes. Je vous remercie.